Bonjour Vincent, donc vous avez publié avec Isabelle Serré l'ouvrage Mon enfant se radicalise, des familles de djihadistes et des jeunes témoignent. La première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi ce désir de donner la parole aux familles des djihadistes pour comprendre leur parcours? Le principe premier de la sociologie clinique, c'est de considérer que la clinique, c'est d'aller au plus près du lit du malade pour les médecins, donc au plus près du vécu des acteurs sociaux, on dirait un sociologue, et donc de comprendre ce phénomène particulier qui nous inquiète, qui nous trouble, qui a des conséquences dramatiques, qui est vraiment phénomène social global aujourd'hui, et donc de le comprendre en interrogeant, en se rapprochant de ceux qui le vivent en première ligne, c'est-à-dire les familles de djihadistes. Et en même temps, c'est aussi ce livre le résultat d'une aventure, d'une histoire, comme toujours. Et Isabelle Serré est à un colloque et elle entend Salia Ben Ali intervenir à ce colloque. Et elle est la mère d'un djihadiste qui est parti et qui est mort là-bas. Salia lui dit qu'elle est présidente d'une association, Save Belgium, ça se passe à Bruxelles, à Schaerbeek exactement, et qu'elle réfléchit, elle regroupe des mères de djihadistes. En fait, on se raconte nos malheurs, nos détresses, mais on voit qu'on n'avance pas. Et ça serait bien d'avoir quelqu'un, des gens qui nous aident à essayer d'aller au-delà et d'aller vers ce qu'elle appelle la victimisation active, c'est-à-dire de transformer sa douleur, sa détresse, ses problèmes en action pour faire quelque chose. Oui, c'est plus la société. C'est vrai que c'est plus qu'un livre, hein. C'est vraiment, on voit effectivement que c'est une expérience humaine aussi, hein, d'accompagnement. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez anticipé ou c'est finalement, je dirais, quelque chose qui s'est greffé au projet, le fait de vous retrouver comme ça, avoir un rôle à l'égard des familles d'accompagnement? Et la deuxième partie de ma question, justement, est-ce que vous pensez que le fait que le désir de condamner les actes terroristes nous a amené, nous, et la population et les autorités, à oublier parfois la dimension qui est quand même essentielle, qui est celle de l'accompagnement de ces familles et de ce qu'elles ont vécu? Je ne m'attendais pas du tout à faire, ce qui est ma méthodologie principale de travail en sociologie clinique, des groupes d'implication et de recherche où les gens, à la fois, viennent pour comprendre pour eux, mais aussi comme un chercheur pour comprendre les processus et les mécanismes. Et donc on a fait ce groupe avec ces familles, et en particulier ces mères, qui a très très bien marché, et qui nous a amené à penser autrement cette question, par rapport d'abord à découvrir la détresse de ces familles qu'on a laissées complètement marginalisées, sans se rendre compte à la fois des effets que le départ d'un enfant peut avoir sur la famille, mais aussi sur les frères et sœurs, mais aussi sur l'ensemble du groupe familial. Qu'est-ce que vous pourriez dire quant aux causes du basculement? Vous parlez de la diversité des profils, effectivement. Là, j'ai vu des chiffres qui m'ont, je voudrais aussi vous interroger là-dessus, qui sont assez différents des chiffres habituels. Vous citez, vous faites état de 40% des personnes radicalisées qui seraient issues de familles catholiques, 40% de familles musulmanes et 19% de familles athées. Donc c'est vrai que ça contrevient un peu à l'image selon laquelle la radicalisation serait un phénomène qui serait spécifiquement lié à l'islam. Déjà, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Et quelle serait votre réflexion sur les causes de ce phénomène par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons? Parce que vous êtes sociologue et j'imagine que là-dessus, vous avez quelques pistes. Alors, sur le plan des statistiques, les statistiques que je donne là, c'est celle du numéro vert. Alors, j'ai parlé longuement avec le commissaire divisionnaire qui a été chargé de la mise en place de ce numéro vert en France après les attentats, où toutes les familles peuvent téléphoner pour signaler de la radicalisation, mais aussi pour signaler les problèmes qu'elles rencontrent. Et en fait,
il m'a dit très clairement que ces statistiques sont justes, sauf que l'échantillon des personnes qui téléphonent à ce numéro vert ne correspondent pas à l'ensemble de la population qui est concernée par la radicalisation. Parmi les sources, les facteurs, on sait que c'est multifactoriel, que c'est complexe, je ne vais pas revenir là-dessus, qu'il n'y a sûrement pas une explication, mais il y a, je crois, un scénario clinique, si on veut, qui se dégage, qui sont des grandes constantes qui sortent de ces entretiens. La première, c'est au niveau des familles, et ça a été directement lié au travail qu'on a fait avec les mères, et maintenant avec les pères, c'est on n'a pas su transmettre. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui ont été coupés, je dirais, de l'historicité. C'est-à-dire de ce processus qui fait que la façon dont on aborde les conflits du présent sont en fonction de l'histoire personnelle, familiale et sociale qu'on a vécue, et qui nous permettent de penser l'avenir et comment on peut se projeter dans l'avenir. Et une des mères des djihadistes qui a participé à ce groupe d'implication et de recherche dit à la fin, on n'a pas su transmettre, on n'a pas su parler de notre histoire à nos enfants. Et les mères des djihadistes, elles ont plutôt bien réussi l'insertion, et c'est leurs enfants auxquels elles ont permis l'accès à l'université pour certains, en tout cas à des études et à des formations professionnelles pour la majorité d'entre eux. Et ces enfants, c'est des perdants de la lutte des places. Alors, il se trouve, j'ai fait un livre sur la lutte des places pour montrer que la lutte des places, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire? Chaque individu est renvoyé à lui-même pour être responsable de son existence sociale, de son devenir, de ses diplômes, de sa réussite, de ses échecs, etc. Tout le monde connaît les conséquences de l'individualisation. Et face à cette individualisation, à un moment donné, alors qu'ils étaient plutôt sur une trajectoire de réussite, il y a un échec, il y a des humiliations, il y a des rejets. Je n'ai pas de place ici. C'est vrai que beaucoup d'auteurs, notamment Farhad Khosrow-Khavar, avaient mis en exergue le lien entre, et dans mes travaux, je l'ai aussi rencontré, entre le sentiment d'être exclu ou d'être discriminé ou de ne pas se sentir à sa place dans la société et la trajectoire de radicalisation. C'est quelque chose qui est revenu aussi dans vos entretiens. Ça revient, c'est un des facteurs qui revient quasiment tout le temps, au moins pour les garçons. Parce que pour les filles, comme pour les garçons, mais pour les filles peut-être plus fondamentalement, c'est le deuxième facteur que je voudrais mettre en évidence, c'est la question du besoin de croire et du sens de la vie, tel qu'il se pose au moment de l'adolescence, et qui est exacerbé aussi par rapport à faire des petits boulots, faire des choses qui ne sont pas exaltantes, ne pas trouver que les valeurs... Alors ça c'est important, par exemple, la contradiction qui existe aujourd'hui entre les valeurs qu'on peut avoir dans l'éducation, dans sa famille, de respect de l'autre, d'écoute, d'empathie, de donner du sens à ce qu'on fait, etc. Et puis ce qui se passe dans le monde du travail, où on voit qu'il y a un monde, le monde hyper moderne, dans lequel en fait on vous dit d'un côté que c'est très important ces valeurs-là, et puis personne, ceux qui sont censés être justement les autorités légitimes, qui devraient être les premiers exemplaires sur cette question-là, ne le sont pas. Et donc, ça produit une crise du sens tout à fait importante. Et quand il y a un discours de vérité qui vous dit à ce moment-là, mais attendez, ce monde-là, c'est un monde artificiel, c'est un monde incohérent, c'est un monde plein de contradictions, où les gens disent une chose, mais ils font le contraire, etc. Moi, j'ai un discours de vérité où il y a une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait et ce qu'on croit. Et moi, je vous propose de rentrer là-dedans. Alors, c'est la première étape, qui est l'étape dans la radicalisation religieuse. Les mères ont beaucoup insisté sur cette quête de sens de leurs enfants, qui, à un moment donné, critiquent les parents et prennent un peu de distance parce qu'ils trouvent que les parents sont un peu laxistes par rapport aux valeurs qu'ils leur ont transmises. Et ils cherchent quelque chose d'un peu plus absolu, la soif de l'absolu, qui les fait basculer dans un manichéisme. Et c'est sur ce fond-là que le discours des recruteurs et l'engagement en Syrie, en Irak, par rapport au califat, par rapport à Daesh, par rapport à l'État islamique, a une prise très forte. Parce que là, tous s'écartent, dit l'un, on n'est plus ni arabe, ni français, ni belge, ni ceci, ni cela, on est musulman. Et là, enfin, Allah va nous donner
la voie qui va permettre d'échapper à toutes Avec- ces incohérences et ces contradictions. avec une identité. J'allais vous poser une question qui me paraît très importante, c'est est-ce que vous pensez qu'il est utile et important d'intégrer des anciens djihadistes repentis dans des dispositifs de prévention? Alors je vous explique pourquoi je vous pose cette question, parce que au Canada, par exemple, c'est quelque chose qui est très courant. On va faire appel à des anciens djihadistes à la fois dans des formations et dans des dispositifs pour pouvoir sensibiliser les jeunes à ce qu'ils ont vécu et aux errements. Et l'idée, c'est de dire, comme ils sont jeunes eux aussi et qu'ils ont vécu les mêmes choses, ils peuvent expliquer peut-être mieux avec leurs mots les choses. Donc je vous pose la question parce qu'en France, c'est assez peu fait pour le moment. Nous, ce qu'on a fait, c'est des capsules vidéo de témoignages de jeunes djihadistes qui témoignent à la fois de leur processus d'engagement et de leur processus de désengagement. Et dans le processus de désengagement, la plupart de ceux avec lesquels on a travaillé ont poursuivi dans des voies différentes, mais il y en a une qui fait du théâtre où elle raconte son expérience qui a un succès fou. Il y en a un autre qui veut s'engager dans des clubs et équipes de prévention spécialisés pour faire de la prévention. Eux-mêmes s'impliquent. Et pour nous, c'est un signe qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, donc une sorte, comme beaucoup de gens soupçonnent, à tort ou à raison. Ça peut être un moyen de donner du sens à une période de sa vie qu'on a vécue et de se réinsérer. Plus vite. Il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire, c'est jamais neutre. C'est-à-dire qu'il faut faut donner du temps au temps. Et donc, aller dans ce sens-là et dire que les jeunes radicalisés et leurs familles ont une compétence sur cette question-là, que la plupart du temps, ils sont hyper motivés pour réparer quelque chose, pour restaurer quelque chose, que leur discours par rapport à d'autres jeunes qui peuvent être attirés est tout à fait essentiel. Est-ce que vous pensez, c'est une autre question sur les dispositifs de prévention, on essaye certes de s'intéresser aussi au traitement de la radicalisation, c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être nécessaire ou utile d'adjoindre à la prévention de la radicalisation une politique de lutte contre les discriminations? Je vous dis ça parce qu'au début de votre livre, vous faites état du ressentiment des familles d'être discriminées, d'être pointées du doigt. Je voudrais choquer personne, mais cette violence radicale, elle est aussi une réponse à des formes de violence sociale qui sont liées à des processus d'invalidation, de stigmatisation, d'humiliation, à ce que Bourdieu appelait joliment la violence symbolique des rapports sociaux. Ça fait, je pensais. Et donc il faut répondre à cette violence symbolique. Et donc le fait de penser que la seule réponse à cette violence symbolique, c'est par la croissance, la lutte pour la compétitivité et célébrer les premiers de cordée sans se préoccuper de ce que je lis depuis longtemps, l'excellence produit l'exclusion. Et donc il y a au fondement de ces formes de radicalisation violente une autre façon d'être excellent. Je voudrais choquer personne, mais c'est évidemment, c'est un peu provoquant. C'est l'excellence, une forme d'excellence morale qui est prônée dans le discours aussi. C'est un idéal, un absolu auquel on croit et auquel on consacre toute sa vie. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à sacrifier leur vie pour leur idéal. À un moment donné, on se trouvait ça très bien. Aujourd'hui, on commence à se poser des questions de savoir si c'est pas une maladie de l'idéalité. C'est la croyance en idéal absolu qui vous amène à tout sacrifier pour cet idéal d'absolu. Il y en a qui sacrifient tout pour leur travail. Il y en a qui sacrifient tout pour une addiction. Pour l'amour aussi. Il y en a qui sacrifient tout pour une passion amoureuse. Et la passion amoureuse, comme l'a très bien montré Albert Cohen, dans Belle du Seigneur, ça se termine toujours en catastrophe. C'est-à-dire que la passion, il y a quelque chose de destructeur dans la passion amoureuse. C'est ça la maladie de l'idéalité. C'est à partir du moment où votre investissement passionné devient destructeur au lieu d'être créateur. Et je vous ferai remarquer que le capitalisme, par exemple, devient destructeur aujourd'hui de la planète ou autre, et que l'adhésion au capitalisme est tout aussi destructeur que l'adhésion à la violence djihadiste.
je le dis exprès, parce que ça nous pose une question politique majeure sur notre société. Oui, justement, ça clôt la première question que je vous posais, donc c'est parfait. Je vous posais cette question, est-ce que vous avez l'impression que ce phénomène qu'on voit se développer dans notre société, finalement, est-ce qu'il ne s'enracine pas dans une forme de malaise de la société? C'était un peu la question. On a analysé avec Nicole Aubert et d'autres les symptômes de la société hypermoderne, dans lequel on parle, des psychanalystes, parlent des névroses du trop ou des névroses du manque, rejoignant Robert Castel sur les individus par défaut et les individus par excès. Et d'une certaine façon, cet investissement dans l'engagement d'une radicalisation violente sont des symptômes de cette espèce d'alternative, ou de l'excellence, où là on réussirait, on serait formidable, et de l'exclusion, où là on n'existe plus, on n'est plus rien. Et donc d'une certaine façon, ils font ça pour exister. Et en même temps, au prix de leur propre destruction. Et c'est bien le paradoxe de l'hypermodernité, d'une société qui vous montre dans une fuite en avant vers la croissance, la réussite, etc., et qui est totalement aveugle sur ce que cette fuite en avant est en train de détruire, qui renverse le fameux paradigme de Schumpeter, disait que la réussite du capitalisme, c'est la destruction créatrice. Et ben aujourd'hui, on est dans la création destructrice.